Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 22 septembre 2021, premier jour de l'automne. Vous êtes sur 8 Mont Blanc pour un nouveau journal. Dans l'actualité ce soir, l'automne débute, je vous le disais à l'instant, et les stations de ski sont dans les starting blocks. Elles entrent dans la dernière ligne droite avant l'ouverture de la saison d'après. Et comme chaque année à la rentrée, l'agence Savoie-Mont-Blanc rencontrait ce mercredi les journalistes pour promouvoir nos montagnes. Et puis à Annecy, le Pélican n'est pas un oiseau, mais un hôtel. Pour le deuxième épisode de notre série, nous avons franchi le seuil de ce nouvel établissement 4 étoiles. C'est la suite de notre série de la semaine. Quel sera le protocole dans les remontées mécaniques cet hiver? En attendant des réponses à ces questions, la saison se prépare. L'agence de promotion des stations de Savoie-Mont-Blanc a organisé ce mercredi à Paris son traditionnel workshop destiné aux journalistes. L'occasion pour les responsables des offices de tourisme de présenter leur vision de cette période hivernale tant attendue. Sébastien Germain était sur place, reportage. Cet hiver, je skie ou encore cet hiver, c'est ouvert. Tels pourraient être les slogans de l'agence Savoie-Mont-Blanc pour cette saison hivernale 2021-2022 qui s'appuiera sur 3 piliers. On reste convaincu que notre métier aujourd'hui en termes de promotion du territoire, c'est bien de donner envie. Donc ça c'est le premier segment et on met des gros moyens aujourd'hui pour pouvoir inspirer et donner envie à des gens de mettre dans le panier un séjour et de venir en Savoie-Mont-Blanc. Donc ça fait partie de notre métier. Après d'être auprès des jeunes et la nouvelle génération, alors on a beaucoup fait un focus sur les jeunes parce qu'on sait que c'est le sujet générationnel. On a tendance à dire nous à Savoie-Mont-Blanc qu'on aura un problème générationnel avant un sujet climatique. Les deux ne sont pas opposables, les deux sont extrêmement importants, mais on va manquer de jeunes avant d'avoir plus de neige quelque part si je puis dire. Donc ce sujet-là, il doit être pris au même niveau. Et pour ce rendez-vous désormais traditionnel parisien, ce workshop destiné à présenter les atouts des stations aux journalistes de France et de Navarre est placé sous le signe de la relance. Nous avions perdu notre compétence tourisme et donc nous avions un office de tourisme qui était rattaché donc à la communauté de communes de Haute-Tarentaise. Donc c'est vrai qu'on était sur un tourisme qui était beaucoup plus institutionnel et du fait de la récupération de notre compétence ce printemps, maintenant on peut reprendre vraiment en main en fait, notre territoire et articuler notre véritable politique touristique locale. Et ça pour nous on est très fiers et ça arrive en plus à un moment qui est assez extraordinaire avec justement cette réouverture de la montagne en général. On est très motivés, on observe déjà les premières tendances un petit peu de réservation et on se prépare à retrouver un petit peu tout le monde le plus vite possible. Au total, cette saison blanche ou noire, c'est selon, aura causé plus de 5 milliards d'euros de pertes au secteur tout entier de la montagne pour l'hiver 2020-2021. Une nouvelle fermeture des remontées mécaniques n'est donc pas du tout envisageable. C'est une fois mais pas deux, hein. Je crois que économiquement parlant, humainement parlant, voilà, c'est pas envisageable. Donc je crois qu'aujourd'hui, on a démontré l'hiver dernier, on a démontré les étés derniers que la montagne était capable de s'organiser. Les pays concurrents et néanmoins collègues comme la Suisse, l'Autriche ont proposé du ski aux populations locales et ça s'est très bien passé. Voilà, donc je pense que la démonstration est faite. Ce mercredi, près de 90 journalistes étaient donc présents à Paris pour préparer une saison qu'ils espèrent eux aussi réussie. Il y a une vraie envie des Français d'aller à la montagne, d'aller se reconnecter avec la nature. Et donc forcément, on a beaucoup d'articles à écrire sur le sujet pour satisfaire nos lecteurs. Et ici, c'est la bonne source pour avoir les bonnes infos. En attendant de savoir précisément quel sera le protocole nécessaire pour l'accueil des skieurs et des vacanciers, Val Thorens et Méribel notamment ont annoncé leur date d'ouverture, prévue le 20 novembre et le 4 décembre prochain. Elle a brillé cet été aux Jeux paralympiques de Tokyo. Anouk Kurzia est en ligne avec nous ce soir. Bonsoir Anouk. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes paratriathlète et vous avez décroché une médaille de bronze à Tokyo dans la catégorie non-voyante. Vous êtes originaire d'Annecy, vous avez 29 ans et c'était votre première participation aux Jeux. Est-ce que vous vous attendiez à décrocher une médaille dès la première fois ? Alors franchement, décrocher une médaille, non. Enfin, c'était dans mes rêves et j'en avais envie, mais la concurrence était rude et j'étais vraiment pas sûre de la décrocher. Mais du coup, elle est arrivée jusqu'à moi à 2 secondes près face à une Anglaise que j'avais jamais battue. Donc elle est plus que exceptionnelle et bien appréciable.
Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous et votre guide qui vous accompagne, quand vous avez terminé cette course, quand vous avez réalisé aussi que vous aviez cette médaille? En fait, c'est vrai, je l'ai vraiment pour de vrai réalisé à l'arrivée parce qu'en fait, au moment où je franchis la ligne, je sais pas en fait que je suis à 2 secondes devant l'anglaise. Moi, je savais même pas où elle se situait sur cette course. Et en fait, moi, j'étais plutôt en train d'essayer de me motiver à essayer de rattraper l'Italienne qui était devant. Donc en fait, quand je passe la ligne, je suis pas sûre d'être troisième parce que au vu de l'émotion, je suis pas sûre de ma place. Et en plus, quand ma guide m'annonce, après me dire on est troisième, elle m'annonce on est à 2 secondes de l'anglaise. Alors là, c'est l'euphorie parce que c'était vraiment pas ce que j'imaginais comme scénario de course. Une course que vous avez terminée, je le précise, en 1 h 11 minutes 45 secondes, donc derrière l'italienne et l'espagnole. Alors il y a eu ce grand moment de course, de sport, et puis il y a eu toute l'ambiance autour aussi de ces Jeux. Alors un petit peu particulier, mais en tout cas les Français ont décroché 54 médailles au total dans ces Jeux paralympiques. Comment vous avez vécu ces Jeux sur place, Anouk? Franchement, les jeux, voilà, c'est ce que tout le monde, c'est ce qu'on entend à la télé. Tout le monde parle du village. C'est sûr que quand on y goûte, on se dit qu'on fait partie de la petite minorité qui a le droit d'aller visiter cet espace où tout le monde rêve d'aller. Alors moi, c'était pas forcément un rêve quand j'ai commencé le triathlon, mais ça le devenait au fur et à mesure du temps qui passait et des efforts que je fournissais. Donc c'était vraiment une ambiance très spéciale avec voilà, on se retrouve entre tous les sportifs du monde entier avec plein de types de handicap. Donc c'est exceptionnel parce que c'est vraiment que là-bas où on croise tout le monde. Et voilà, vivre ce qu'on entendait déjà entendre un peu à la télé quand il y a les valides qui étaient sur place. Voilà, on entendait parler du village, tout ça, donc ça donnait encore plus aussi envie d'y aller et j'ai pas été déçue. Et l'exploit, Anouk, pour vous est d'autant plus important que vous avez commencé le paratriathlon il n'y a pas si longtemps, en 2014, et un peu par hasard apparemment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ces débuts? Oui, c'est vrai que on va dire que c'est pas un début traditionnel en triathlon. En général, les personnes qui se lancent dans cette discipline, ils sont un peu plus entraînés que moi, au moins dans une discipline. Et moi, je suis arrivée comme ça, un peu comme un cheveu sur la soupe, en n'ayant fait aucune des trois disciplines, même à petit niveau. Et en fait, j'ai été contactée par un pompier travaillant sur Lyon qui voulait faire découvrir sa discipline parce qu'il avait lui-même découvert le guidage en fait en assistant à sur une station de ski un non-voyant qui se faisait guider par son guide du coup et du coup il a voulu faire découvrir cette discipline à quelqu'un qui ne voyait pas et il est rentré en contact avec le Lyon e-sport qui a pensé à moi parce qu'il est tombé sur un de mes amis et c'est comme ça que le paratriathlon est arrivé dans ma vie. Comment se passe cette rentrée? J'imagine qu'il faut un petit peu de temps pour redescendre du nuage. Oui, c'est vrai que alors, on n'a pas eu le temps de redescendre tout de suite du nuage parce qu'à peine arrivé, on a été tout de suite sollicité pour au Trocadéro, sur le live des Jeux, au moment de la passation du drapeau. Voilà, ensuite on a eu le passage à l'Élysée, donc tout ce moment-là, on n'est pas encore trop retombé, on était dans l'euphorie. Et ensuite, j'ai pu un peu me reposer. J'ai quand même encore des compétitions. Demain, je suis encore sur un départ pour le championnat d'Europe à Valence en Espagne. Donc, je redescends tout doucement, mais pas encore vraiment parce que j'ai encore pas mal de choses et de sollicitations. Donc, je réalise tout doucement, mais pas encore vraiment redescendu de réaliser la médaille. On va vous laisser le temps de savourer, mais est-ce que vous avez déjà en tête les prochains Jeux? Alors en tête, pas forcément, parce que déjà je pense aussi quand même pas mal profiter de ma médaille, parce que pour le moment, voilà, je suis un peu sollicitée, mais j'ai encore plein de personnes qui me disent quand on aura un peu de temps, si on peut se voir pour profiter et fêter ensemble. Donc pour l'instant, j'y pense, mais je sais pas encore. J'ai besoin de réflexion pour savoir si je continue dans le projet. Voilà, il y a pas mal de choses à améliorer, donc voir si je suis prête à affronter encore 3 ans. C'est Paris, ça me fait rêver Paris. C'est vrai que c'est pas loin, mais en même temps ça peut paraître loin. Donc à réfléchir, quand j'aurai un peu le temps
de me poser. Je vais voir pour la suite. Eh ben, on vous laisse souffler. En tout cas, merci beaucoup Anouk Kurzia d'avoir été en ligne avec nous et bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Et lui sera aussi au rendez-vous en 2024 en espérant faire mieux, beaucoup mieux, car Thomas Jacobs a participé comme Anouk pour la première fois de sa carrière à des Jeux paralympiques cet été au Japon et sa performance en para-badminton n'a pas été à la hauteur de ses espérances. L'Annécien a dû faire face à une poule très difficile et en garde un souvenir mitigé. Sébastien Germain l'a rencontré, on l'écoute. Deux aspects, déjà sportivement, on n'est pas forcément les plus satisfaits de notre performance. Personnellement, en simple, ça a été très compliqué. Je suis tombé sur deux ogres vraiment de la compétition, donc le médaille d'or et le médaille de bronze dans ma poule. Donc difficile de sortir de poule avec mon expérience, mes armes. Et en double, malheureusement, on a joué un petit peu, pas à 100%, parce que mon partenaire était un petit peu blessé. Il s'est bloqué le dos 2 jours avant le début de la compétition. Et donc ça a été compliqué pour sortir de notre meilleur niveau. Forcément, on nous demande de faire des performances qu'on n'a jamais faites. Donc on se doit d'être à 100% et quand on ne l'est pas, c'est sûr que c'est compliqué. Maintenant, on se rend compte de ce qu'il faut faire pour y arriver. Et bien sûr, ouais, je suis fier d'être un athlète paralympique maintenant. Ouais. Malgré les résultats, on ne regrette rien. Je pense que ça va nous servir pour la suite. Et c'est sûr que ça va nous aider à préparer Paris 2024 d'une bonne façon, je pense. La motivation, ça c'est sûr et certain qu'elle sera là, surtout qu'il y aura certainement nos amis, notre famille pour nous supporter cette fois, parce que là on n'a pas pu à cause des conditions sanitaires. Mais effectivement, ça va être un vrai engouement, je pense, à Paris. À domicile, il va y avoir vraiment une ambiance incroyable. Et ça, bien sûr, ça donne plus de motivation. Il est ouvert depuis 7 mois, mais l'inauguration officielle du parking-gare de Thonon-les-Bains s'est tenue ce mercredi. Le projet d'un coût total de 11 millions d'euros est destiné notamment aux utilisateurs du Léman Express, mais les automobilistes ne se bousculent pas pour le moment à l'entrée. Une affluence faible expliquée en partie par le télétravail, mais aussi par des tarifs montrés du doigt. Les précisions sur place de Lucas Ruche. Ce coup de ciseau marque officiellement le lancement du nouveau parking-gare de Thonon-les-Bains. 7 mois après sa mise en service, l'infrastructure reliant la ville haute à la ville basse est aujourd'hui opérationnelle. La gare SNCF de Thonon s'est ainsi dotée d'un parking pratique et moderne de 558 places. Un parking dirigé par une société privée qui peine pourtant à se remplir. Ici, je rappelle qu'on a ouvert il y a un petit peu plus de 6 mois. Et qu'on a ouvert dans des conditions particulièrement contraintes, où le télétravail, le chômage partiel, les contraintes économiques, les couvre-feux, etc. ne nous ont pas permis d'observer réellement toute la fréquentation qui va être forcément observée dans la période qui suit. Bien que la structure participe déjà à l'attractivité de Thonon, le maire de la ville sait qu'il faudra des ajustements pour que les usagers utilisent régulièrement le parking. Il s'agit d'une difficulté en termes de tarifs. Alors l'explication en est que les parkings relais qui ont été conçus et qui seront réalisés sur toutes les gares du Léman Express participent d'une approche et d'une logique globale qui consiste à dire qu'il faut une unification de la grille tarifaire. Mais je ne désespère pas de convaincre tous les acteurs pour la partie suisse, pour la partie région, pour la partie SNCF et évidemment l'exploitant EFIA, qu'à un moment donné, il faudra qu'il y ait la rencontre entre l'offre et la demande. Et il faudra certainement des ajustements tarifaires forts pour que les usagers s'intéressent aux avantages pratiques de ce parking ultramoderne. Le Conseil Savoie-Mont-Blanc rassemble des élus de Savoie et de Haute-Savoie. Ils se sont retrouvés ce mercredi pour la première fois depuis les élections en juin. Lors de cette séance d'installation, les 2 départements ont réaffirmé leur volonté de travailler ensemble sur les grandes problématiques communes. Martial Sadier et Hervé Guémard, respectivement présidents de la Haute-Savoie et de la Savoie, ont ainsi tracé les contours des futurs projets pour le territoire. On les écoute tout de suite au micro d'Emmanuel Jaude.
Hervé est dans la continuité, c'est un président installé, renouvelé, avec voilà, il y a eu beaucoup plus de renouvellement du côté de la Haute-Savoie, puis un président qui est nouveau, puisque moi la particularité c'est que je n'avais jamais siégé au conseil départemental de la Haute-Savoie. Donc on a probablement besoin d'un peu plus de temps en Haute-Savoie qu'en Savoie pour remettre en route l'ensemble de la maison, mais les priorités vous les connaissez. D'abord c'est les compétences du conseil, c'est-à-dire qu'on parle de promotion, on parle de tourisme, on parle beaucoup d'agriculture. Et puis après, nous parlerons de tous les sujets qui se présentent à nous en fonction, encore une fois, de l'actualité et de l'intérêt des deux départements. Moi, je souhaiterais qu'on réfléchisse ensemble, sans que forcément ce soit une compétence de Savoie-Mont-Blanc, sur d'autres sujets qui concernent la vie quotidienne des Savoyards. Par exemple, je pense qu'ensemble, on peut porter un beau projet de centre hospitalo-universitaire sur les deux départements. Et je pense aussi qu'on doit vraiment travailler ensemble sur tout ce qui concerne les mobilités. Ce qui veut dire évidemment la question du Lyon-Turin, la question de la circulation dans les Alpes du Nord, puisque on sait bien que le tunnel du Mont-Blanc et le tunnel routier du Fréjus ont des problématiques communes et sont parties liées. Et puis on sait bien aussi que le problème de la circulation entre Genève et Grenoble concerne grandement les deux départements savoyards. Alors, c'est des sujets sur lesquels nous n'avons pas de compétences en tant que tels, mais je pense qu'il est utile que le Conseil Savoie-Mont-Blanc soit un forum pour étudier ces questions. Son nom évoque des bords de mer exotiques et pourtant, le Pélican est sorti de terre sur les bords du lac d'Annecy. L'hôtel 4 étoiles, construit dans le quartier des Marquisats, a ouvert ses portes cet été. Il comporte 2 bâtiments. Le premier contemporain, conçu par l'architecte Christian de Porzenparc. Le deuxième date de 1820 et abritait les anciens hospices de la ville. Sur ce lieu chargé d'histoire se profile ainsi une nouvelle ère pour le quartier et pour le groupe PVG, propriétaire également de l'établissement de l'Impérial. Explication dans ce deuxième volet de notre série de la semaine. Au cœur de l'écoquartier de l'Avant-Seine, l'hôtel Le Pélican trône fièrement à 2 pas du lac. L'établissement écrit une nouvelle page de l'histoire du quartier des Marquisats déjà bien riche. Ce bâtiment, datant du début du 19e siècle, est un vestige, toujours appelé affectueusement par les Annéciens l'ancien hôpital. Il a été conservé et accueille une partie des chambres de l'hôtel. C'était pour nous très important, en tous les cas, de garder ce bâtiment qui est emblématique à Annecy, qui rappelle des souvenirs à beaucoup de gens. D'ailleurs, plein de gens viennent le visiter aujourd'hui en lien avec cela. Et puis le Pélican est arrivé un petit peu comme naturellement, parce qu'au-dessus de cet ancien bâtiment qui date encore une fois de 1820, on a un magnifique emblème d'un pélican qui est signe de prospérité, de protection familiale. Le signe aussi des hôpitaux de France aujourd'hui, un petit peu. Donc voilà, on a conservé, on a réhabilité aussi cet emblème, on l'a rendu encore plus beau. L'ancien bâtiment rénové est aujourd'hui appelé le Cèdre, en hommage à l'arbre planté comme le veut la coutume à l'inauguration de l'édifice. Ce cèdre libanais de 25 mètres de haut a fait l'objet d'une attention toute particulière tout au long des travaux. Le nouveau bâtiment se prénomme quant à lui la Seine, en référence au projet architectural de l'Avant-Seine, imaginé par Christian de Porzenparc. Dans cet écoquartier, il devait y avoir un hôtel, mais effectivement, on se devait qu'il soit moderne, cet hôtel, qu'il soit dans l'air du temps, comme vous l'avez dit. Beaucoup de choses ont été pensées comme ça, encore une fois, en respectant les codes de l'ancien, mais en ajoutant cette modernité. Ce restaurant en est la preuve. Où on a essayé d'être très créatif, c'est contemporain, mais en même temps c'est très dynamique. Et dans ce restaurant, on déguste le pain d'une autre institution de la ville, la Boulangerie Rouge, qui a même installé une petite boutique ouverte à tous au rez-de-chaussée de l'établissement. Avec son Pélican, le groupe PVG, également propriétaire de l'Impérial Palace, renforce ainsi un peu plus son lien avec la cité lacustre. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Merci à toute l'équipe en régie et à la rédaction pour sa préparation. À suivre la météo et un nouvel épisode de Panorama. Zoom ce soir sur les boissons à base de miel de Canaille Spirit. Nous nous retrouvons demain pour un nouveau JT. Très belle soirée sur notre antenne.